Bienvenue à tous dans pour votre nouveau numéro de l'émission On en discute sur RTV. Toujours un plaisir de partager avec vous les thématiques qui nous concernent. Et aujourd'hui, on va parler des retraites. Tout le monde en parle, alors on va en parler aussi. On va dire peut-être des choses que vous n'avez pas entendues ailleurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Monsieur Aimé Nouma, artiste, slameur, auteur. Vous écrivez dans un magazine? Oui, Nader, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Je suis heureux d'être avec toi, Nader, aujourd'hui. Et Abdeslam Hitache, vous êtes encarté, on peut le dire, Europe Écologie Les Verts, donc vous êtes politique. Et puis ça nous intéresse aussi évidemment d'avoir le point de vue du politique. Et Nastéo Aden, alors vous êtes société civile à Stains. Yes. Donc, je suis conseillère municipale à Stains, je suis de gauche et non encartée, société civile. D'accord, dans la ville de Stains. Yes. Bonjour à tous. Alors, on nous parle des retraites. Moi, je vous avoue qu'il y a des choses que je comprends, des choses que je ne comprends pas, et je suppose qu'on est nombreux comme ça. Alors, on va peut-être faire d'abord un petit tour de table pour vous dire un petit peu ce que vous en pensez. Vous êtes pour, vous êtes contre et pourquoi? Abdeslam, on commence par vous. Alors, je ne peux pas commencer par un vous êtes pour, juste vous êtes contre. Ouais. Il faudrait déjà faire la genèse de ce qui se passe. J'ai quelques éléments. D'abord, juste vous apprendre que le comité d'orientation des retraites, a jugé que la mesure, il n'y avait pas d'urgence à réformer, qu'on n'était pas dans une situation gravissime au point de réformer à n'importe quel prix. Alors là tout de suite, c'est pas ce qu'on entend quand eh bien, des marcheurs, moi j'invite tous les téléspectateurs à se rendre sur Internet, taper corps et regarder. Ils peuvent télécharger le rapport et ils verront que la situation n'est pas du tout alarmante. Le président le dit. Allez hop, le président première du corps. information de taille quand même. Complètement. Bah oui, parce que moi, franchement, quand j'entends les marcheurs, on dirait que si on le fait pas là, maintenant, tout de suite, il n'y a plus rien, quoi. Ces mêmes fameux marcheurs ne parlent plus du corps, pour le coup, parce que ça les dessert. Et ce rapport dit qu'il n'y a absolument aucune situation alarmante. Ensuite, je vous parlais de faire la genèse de tout ça. Je vous rappellerai que Balladur, déjà en 1994, voulait mettre en place le CIP, le contrat d'insertion professionnelle, qui permettait qui devait imposer aux jeunes de moins de 26 ans de travailler à hauteur de 80% du SMIC. Ouais, vous savez, aujourd'hui, le SMIC est à un niveau très très bas, qui pose vraiment problème. Vous avez des gens qui sont salariés mais pauvres. Avec la cherté des prix en plus. Qui dorment dans leur voiture et qui parfois et pour beaucoup d'autres, sont forcés de choisir entre manger ou se soigner. Donc vous voyez, il y avait déjà un problème. Édouard Balladur, à l'époque, avait retiré le CIP. Ouais. Vous aimez bien Édouard Balladur? Oh, mais je les aime tous, et vous allez voir. Le deuxième, c'était Dominique de Villepin avec le CPE, le contrat première embauche. À l'identique, pour des jeunes de 18 à 26 ans, pareil, de la même manière, donc payé au rabais. Mais je vais vous dire, concrètement, ça n'est que de la chair à patron que l'on donne. Des jeunes payés beaucoup moins cher et qui empêcheraient d'ailleurs les seniors, les gens qui ont 50 ou 55 ans, de retrouver du travail et qui, du coup, prendraient des jeunes qui sont moins chers sur le marché plutôt que prendre des personnes âgées, pour le coup, qui augmenteraient le coût social. D'accord. D'ailleurs, juste une information, les personnes entre 55 ans et 62 ans, aujourd'hui, ont explosé le chiffre du RSA, puisqu'il y a eu une augmentation de 157%. 2,5 fois le nombre initial. Vous voyez, donc le problème, c'est qu'on va demander à ces mêmes allocataires de rester 2 ans de plus allocataires du RSA, puisque, je vais vous dire une chose, Nader, entre 58 ans et 64 ans, vous ne trouvez pas de travail. Ben oui. On ne va pas se mentir. Oui. Vous voyez, donc il faut bien remettre les choses en place. Ensuite, je vous parlerai alors je vous ai parlé de Balladur, je vous ai parlé de Dominique de Villepin, je vais vous parler d'Alain Juppé. Vous avez le CRDS, cotisation pour la retraite, cotisation pour le remboursement de la dette sociale. Le CRDS qui était indexé sur les salaires à hauteur de 0,5%. Cette mesure devait exister pendant 13 ans. Eh bien, elle existe toujours. Vous voyez, donc on ponctionne encore et on prend encore
À qui? Eh ben, on prend aux salariés. Ce sont des charges salariales, pas des charges patronales. Et pour finir, le dernier, le quatrième, peut-être celui que j'aime le plus, vous entendrez mon ironie, c'était François Fillon. La retraite à 62 ans. D'accord? C'était déjà en 2010. Donc, vous voyez, et ça n'est qu'une marche de plus. Hier, c'était 60-62. Aujourd'hui, c'est 62-64. Quand on entend... Allez, je vais finir avec celui-ci. Non, mais Fillon, c'est bien parce que lui, il a dû beaucoup cotiser avec... Oui, beaucoup. Lui et son attaché parlementaire d'épouse. C'est des gens qui... Bien sûr. Vous faites très bien de le rappeler. Je finirai avec Édouard Philippe, qui a été Premier ministre d'Emmanuel Macron sous la première mandature. Alors lui, il dit que la retraite à 64 ans, ça ne va pas assez loin, que si lui est élu président, ça sera 67 ans. D'accord, allons-y. Voilà. En fait, moi, j'étais naïf. On en parlait avec Aimé tout à l'heure en off. J'avais cru qu'on continuerait le progrès et qu'on passerait à un moment donné de 60 à 55 ans. Vous voyez, comme on est passé des 39 heures aux 35 heures, et que le droit de vivre fait de respecter un petit peu le droit d'être en famille, de se balader en forêt, de vivre, quoi. Mais non, ça s'est inversé. Alors, la société civile, qu'est-ce qu'elle en dit, Mastéo? Qu'est-ce que vous entendez, vous? Alors, moi, déjà, je remercie ton introduction parce que ça souligne vraiment mon idée et ce que je défends, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas à penser finalement la retraite. Ce qu'on doit mettre au cœur et qui doit être finalement la boussole de la réflexion aujourd'hui, c'est le travail. Comment aujourd'hui voulez-vous qu'on se projette sur un système qui n'est pas du tout un rouleau d'étranglement, qui n'est pas du tout sur une situation difficile aujourd'hui, qui fonctionne, sur une population qui ne trouve pas le travail. Aujourd'hui, quand je discute avec les jeunes, qu'on leur parle de retraite, ils te disent « mais je ne suis même pas rentrée dans ce monde professionnel qui est à la fois discriminant, qui est à la fois rejetant, qui est à la fois difficile et dans lequel une véritable égalité des chances n'existe pas. Comment veux-tu me parler de la vie d'après? Celle d'ici est déjà un périple auquel je n'ai même pas accès. » Ce qu'il faut être cohérent aujourd'hui, c'est qu'il y a, par exemple, dans le secteur du numérique, dans le secteur de la cybersécurité dans lequel je travaille, presque 110 000 postes non pourvus. Pourquoi ils ne sont pas pourvus? Ils ne sont pas pourvus pour deux raisons toutes simples. D'abord, la formation. Aujourd'hui, on considère que le cursus ingénieur, etc., est un cursus élitiste. Trouver une entreprise, trouver l'alternance, parce que payer l'école n'est pas possible, ça devient une double peine. On a quand même ce plancher collant et ce plafond de verre qui est quand même réel. Aujourd'hui, on n'accède pas aux nouvelles technologies. Et deuxième raison toute simple, la fracture numérique. Aujourd'hui, comment voulez-vous parler nouvelles technologies, évolution, quand certains vont encore dans l'espace et que d'autres n'arrivent même pas à avoir Internet partout? Donc c'est aussi ça la réalité. C'est de se dire, ok, est-ce que c'est peut-être pas le moment tangent, qu'il faudrait repenser le travail, repenser finalement l'accessibilité au travail pour les seniors, pour les plus jeunes, et commencer à travailler sur cette réelle discrimination aujourd'hui qui fait que les femmes sont encore payées 20% moins cher. 20% moins cher tout au long de leur vie, 20% moins cher à la retraite. L'équation, elle n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, pour moi, l'argument, c'est de dire travaillons collectivement ensemble pour ces idées qui vont permettre un accès au travail plus équitable et plus juste. À la fois pour notre jeunesse, mais aussi pour nos seniors. On reviendra aussi sur ce que vous disiez sur le salaire moindre chez les femmes. Aimé Nouma, l'artiste que vous êtes, et vous côtoyez évidemment d'autres artistes, comment vous... Parce qu'on a l'impression que les artistes, parfois, alors nous, le bon peuple, on pense que les artistes, c'est un monde à part, c'est un monde ailleurs. Comment ça se passe par rapport à cette volonté de réforme de la retraite? Alors, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Moi, je suis concerné, effectivement, mais je pense que vous allez diffuser dans l'émission une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Dans les grandes villes ». Ouais. Alors, c'est particulier parce que je l'ai intitulé « Dans les grandes villes », mais je vois que les manifestations se passent dans les grandes villes, dans les moyennes villes et dans les petites villes aussi. Et je l'avais écrite avant l'annonce des réformes. Et ce que je dénonçais, c'était le rapport, la supériorité des patrons, c'est qui assujettissait les employés, qui leur faisait comprendre que soit vous acceptez les conditions, sinon on vous vire et puis il y en a tellement d'autres qui attendent. C'était les gens qui étaient victimes de la malbouffe parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se nourrir et qui étaient malades et qui en même temps n'avaient pas les moyens de payer leur loyer et de payer le médecin. Bon, c'est ajouté à ça le fait de ne pas pouvoir son électricité, de ne pas pouvoir payer son gaz. Et c'était tout ce que j'avais mis dans cette chanson qui s'appelle « Dans les grandes villes ». Et ça, c'était avant les réformes. Déjà, avant les réformes, il y avait déjà de quoi faire sauter la... C'était en quelle année, ça? Je l'ai écrite en
en 23, en 2022. Là. Ouais, donc voilà, juste avant, ouais. En fait, même pas en début 2022, en me disant que à la rentrée, ça va péter. Parce que je m'attendais à ce que les mouvements sociaux qui se déroulent maintenant, ce soit là au mois d'octobre, à la rentrée. Je pensais que ça serait à ce moment-là. Ça a attendu un peu, mais il n'y avait pas encore les réformes. Mais déjà, il y avait de quoi énerver férocement les populations. Ouais. Et donc maintenant, ajouter les réformes, je me demande que cherche le gouvernement. Bah, c'est une question importante là, Aimé, parce que en fait, non mais est-ce que le timing, il est quand même assez surprenant, parce que le peuple français sort de, allez, on va dire 2 ans de Covid, 2 ans de Covid, ok. Il y a la cherté des prix. On le voit, l'inflation, c'est un truc de fou là. Il y a la guerre. Il y a l'approvisionnement en énergie, c'est compliqué. Les gens sont pas très heureux en ce moment. Pourquoi mettre maintenant sur la table une telle réforme? Je ne comprends pas qui est le stratège là. C'est pas Platini, c'est pas Zidane. Comment ça se passe? Si vous permettez, d'abord le contexte politique. Emmanuel Macron est sur son 2e mandat. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas être candidat pour une 3e, successivement, je dirais, pour un 3e mandat. Donc, les mesures impopulaires, il peut les passer. Ouais, d'accord. Il n'est pas candidat à sa candidature. Enfin, vous voyez, donc, à partir de là, eh bien, il remercie les gens qui ont bien voulu lui permettre d'être élu et d'être président. Alors, à ce moment-là, la responsabilité du peuple est presque totale. Mais il a été élu, hein, c'est pas un coup d'État, je veux dire. Alors moi, il faut rebondir sur un sujet. Déjà, moi, je suis en totale contradiction sur beaucoup de sujets avec Emmanuel Macron et la feuille de route qu'il porte. Par contre, il y a un truc qu'il faut lui reconnaître, il ne nous prend pas en surprise. C'était son projet, il a traité la réforme 1 sur la précédente mandature, qui a été controversée, mitigée, sur lequel il était sur la réforme à point, il quadrifiait, il codifiait un certain nombre de choses. Il a compris l'impopularité, il a mis une nouvelle feuille de route sur sa candidature de ce nouveau mandat. Et donc, il estime que de toute façon, il n'y avait pas de loup, en fait. Pour lui, son mandat, sa campagne, aussi mitigée soit-elle, parce que pour moi, réellement, il n'a pas fait campagne, mais aussi mitigée que soit-elle, sa feuille de route était déjà posée. Donc, je lui reconnais une chose, il ne prend personne en surprise. C'était sa feuille de route, la retraite était bien claire, il en a parlé au précédent mandat, il en a parlé pendant sa campagne, et il estime qu'il a été élu pour ça. Maintenant, quelle est notre responsabilité? Quand 80% d'abstention dans nos villes, on laisse la majorité silencieuse, finalement, nous choisissons cette majorité silencieuse parce que pour moi, même si aujourd'hui je suis votante, même si je suis un certain nombre de choses, je me considère dans cette majorité silencieuse qui a considéré que se taire était la meilleure manière de parler. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ah ben oui. Malheureusement, ce n'est pas ça. La meilleure manière de parler, c'est de s'exprimer. Ce qui est dit est entendu. Et donc aujourd'hui, nous ne nous sommes pas exprimés aux urnes, 80% d'abstention. Et bien malheureusement, nous avons aux commandes la personne choisie. C'est 20% qui ont choisi pour 80%, qui ont choisi pour 100%, et le calcul, c'est ce qui se passe. Sa retraite, elle ne prend personne en surprise. Maintenant, quel est notre bouclier d'action? On va dire, OK, on n'a pas été au rendez-vous des urnes, on n'a pas été au rendez-vous des urnes 2 fois, aux législatives, aux présidentielles, il est passé haut la main, quand même, parce qu'appeler au barrage, alors moi je ne fais pas du tout partie de ceux qui appellent au barrage, je pense que l'instrumentalisation, ça va un temps. On n'est pas en capacité de se lever le jour J, d'exprimer ce qu'on a à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est de résister. Il y a 4 étapes pour moi dans la lutte. C'est mes 4 valeurs, c'est mes 4 valeurs de militantisme, il y a 4 étapes. S'informer, se former, s'organiser pour résister. Nous avons failli à l'organisation, maintenant reprenons le cycle, informons-nous, décryptons, essayons de comprendre pour mieux résister. Et résister, c'est les formes de solidarité qu'on a par exemple dans nos villes. C'est de rappeler qu'il y a des emplois qui sont non pourvus, faire le nécessaire. Et puis de loi, ça se fait, ça se défait. Donc soyons au rendez-vous aux prochaines élections. Mais je suis assez surpris, Nastéo, quand vous disiez tout à l'heure que les emplois étaient non pourvus dans la cybersécurité. Parce que moi, ce que je sais ou je crois savoir en tout cas, c'est que voilà, vous avez un ministère de l'Éducation nationale qui va mettre en place des structures qui vont répondre aux besoins
du pays. Je veux dire, bon voilà, si toutes les personnes comme moi n'ont pas de cheveux, donc on va moins former de coiffeurs. Ah bah, d'accord. Mais par contre, si on a besoin davantage de gens qui ont, voilà, on va mettre en place des établissements où on forme. Je comprends pas cette. Alors en fait, c'est très simple. Cette non-prévision de. En fait, c'est très simple. La France a toujours dans son histoire une position qui est assez complexe pour moi. Si on prend l'exemple du sport, aujourd'hui, il n'y a réellement pas de politique du sport dans nos écoles. On ne valorise pas le sport. On ne met pas le sport au cœur d'une feuille de route où finalement, comme dans les pays anglophones, où on finit assez tôt, finalement, on met les enfants dans un cycle de l'amour du sport, dans un cycle qui les pousse à finalement aller chercher les performances. Et bien, la technologie, c'est la même chose. On n'a pas mis la technologie au cœur finalement des réflexions. On parle d'initiation de la technologie un peu collège. On parle finalement de cursus dédiés à partir du post-bac. Mais qui a accès en réalité? Déjà, qui est informé sur ça? Les typologies de métiers. Il existe une palette de métiers du numérique, de la création des jeux vidéo jusqu'à les monteurs comme on peut avoir maintenant. Mais voilà, on ne connaît pas tous ces métiers-là, le hacking, etc. Donc, c'est des métiers dont on n'a pas accès. C'est des scolarités. Alors, si on ne les connaît pas, pourquoi? Parce que c'est réservé à une certaine élite, là encore. Clairement. On va le dire à certains et on va surtout faire en sorte que, écoute, il fallait te renseigner. Par contre, les autres, on va les renseigner. On va sur place. On va leur dire, écoute, tu veux faire ça? Regarde, il y a ci, il y a ça, machin, et voilà comment il faut faire pour y accéder. Parce que ça, je l'ai vu, ça. Hein. Oui, clairement. Alors que les autres, non. Chut, silence. Alors, il y a deux difficultés qu'aujourd'hui traversent les jeunes et que j'ai pu éprouver il y a une quinzaine d'années. C'est la première, c'est de trouver l'école, y accéder. Ok. La seconde, c'est de trouver une alternance et trouver une entreprise. Aimé, alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est curieux quand même. Parce que on parlait du sport, du manque d'infrastructure et de vision pour le sport, mais quand même la France a fait la finale de la Coupe du Monde. J'y pensais. La France est Elle accueille les Jeux Olympiques. Elle accueille les Jeux partout. Olympiques. Au hand, elle est là. Ouais. Il y a On a des talents de Il malade. y a même Mais une c'est les skieuse. associations, les Il y a bénévoles. une skieuse qui portent vient de tout gagner ça. 2 médailles d'or. Donc il y a des choses phénoménales qui se passent ici, mais on se demande d'où ça vient, comment ça arrive. Alors qu'effectivement, il n'y a pas réellement d'organisation. La preuve, c'est que le président de la FFF s'est fait virer et qu'il y aura un effet boule de neige de toute façon par rapport à ça. Ouais. Et Il fallait bien retomber sur ses pattes. Il est très bien retombé Ça sur fera ses pattes. l'objet peut-être d'une prochaine Il est très bien émission. retombé sur Après, ses pattes. Ça lui a pris 6 heures pour retomber. c'est des réseaux, hein, c'est des réseaux, ils sont là, ils sont pas arrivés par hasard, bah, ils arrivent à survivre parce qu'ils sont soutenus. Donc je sais pas qui organise, je sais pas qui chapeaute ça et dans quel but c'est fait. Mais de toute façon, ce sont que des intelligences. Donc quand ils programment des choses, c'est qu'ils ont leurs intérêts à ce que ce soit comme ça. Clairement. Abdeslam Haïta, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les partis qui soutiennent cette réforme et qui sont ceux qui la combattent Alors, au Parlement? Voilà. Tout d'abord, la majorité présidentielle. Bien sûr. Renaissance, le MoDem, le parti d'Édouard Philippe, Horizon, les LR et le Rassemblement national. Donc tous les partis de droite, Et extrême d'extrême droite comprise, Oui. soutiennent. Tu sais, je savais pas que le Rassemblement national. J'étais pas sûr. Ils ne sont pas contre la retraite à Ils sont pas 64 ans. contre. Ils mettent pas le veto. Ils considèrent qu'il y a certainement des articles à revoir, mais ils ne sont pas foncièrement contre l'idée de la retraite à 64 ans. C'est étrange pour un parti qui se présentait comme un parti populaire. Mais non, vous voyez comme quoi il se présente comme un parti d'opposition, Ouais. mais un petit peu copain-coquin. Vous voyez, ce n'est pas un parti qui est clair dans ses positions. Non, mais moi, c'est un parti qui fait la courte échelle à chaque fois aux 2 élections précédentes, on l'a bien compris, au parti d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est toujours très confortable d'avoir en face le Rassemblement national. Bien sûr, D'accord. mais c'est oui, c'est Et les l'idiot partis utile qui sont permet. contre, alors Pardon? Pardon, vous disiez? Non, je disais, c'est l'idiot utile qui permet justement Bah oui. l'élection d'un président. Bah oui, franchement. Et les partis qui sont vraiment contre, mais vraiment contre. Alors la NUPES dans son entièreté, mais vous avez quand même, il faut le dire, certains députés courageux. Je vais en citer un que j'ai connu très longtemps, qui est même un ami, c'est Richard Ramos, qui est au MoDem et qui s'est fermement opposé à cette mesure. Et qui le dit, ça fait des vagues au sein du MoDem, mais voilà l'exemple d'un homme qui est courageux et qui va au bout de sa pensée et qui dit que cette réforme elle est injuste et qu'il ne la votera pas. Ouais, mais là, vous m'inquiétez parce que si vous ne citez qu'un seul nom... C'est celui qui vient à l'esprit. Ouais, non mais ça veut dire que
C'est celui qui me vient à l'esprit. On ne pense pas à beaucoup de gens quand on se pose la question de qui est contre. Eh bien, Est-ce que tout le parti de la NUPES est contre? Ou est-ce qu'il y en a qui sont absolument, pour? oui. Ouais. Oui, ils votent tous comme un seul homme et tous, on l'a bien vu à travers tous les amendements qui avaient été déposés. Et je trouve bien dommage qu'on ne soit pas arrivé jusqu'à l'article 7. C'est-à-dire Alors l'article 7, c'est celui du passage de 62 à 64 ans. Et en fait, bon, ce qui est quand même regrettable, c'était le nombre d'amendements qui n'ont pas permis. Moi, j'aurais bien aimé voir les LR et voir le RN se positionner de façon claire et évidente et qu'on puisse dire, voilà ce qu'ils ont voté, vous avez les noms, vous savez, tout est public, hein, tous les votants sont identifiés. Mais moi, je voulais juste revenir sur une chose, et Nastéo l'a bien résumé, concernant les secteurs d'activité où il y a du travail et paradoxalement, on n'arrive pas à recruter. Je vais vous prendre un parallèle, celui des médecins. Ouais. Aujourd'hui, avec les déserts médicaux. Mais un médecin, ça se prépare, il y a un cursus, et donc ça se réfléchit 7 ans avant, vous voyez. Donc, un enseignant, ça se prépare aussi. Un enseignant, ça se prépare. Un technicien informatique, vous ne pouvez pas improviser un maçon, technicien informatique, en 6 mois. C'est juste pas possible. Donc vous voyez, je ne sais plus quelle politique disait gouverner, c'est anticiper. Ouais. Eh bien, on se retrouve toujours... C'est pas Balladur. Pardon ? C'est pas Édouard Balladur. Non, c'était pas Balladur. Peut-être Jean-Pierre Raffarin. Mais il y a un vrai problème de visibilité et de lucidité politique. Ouais. Et vous le voyez bien, chaque ministre arrive, c'est un petit peu, ils font un tour de manège, et ensuite c'est au nouveau ministre de monter et de vouloir changer les choses. Et on se retrouve justement dans une société qui prétend se réformer, mais qui ne propose que des lois rétrogrades. Vous voyez, tous ces acquis sociaux qui aujourd'hui qui disparaissent. D'où ma naïveté. Moi, je pensais qu'à 60 ans, on continuerait de baisser. Nader Alami, ouais. C'est une vision et un choix de société. La retraite, ça n'est pas un mouroir. La retraite, c'est un moment où on arrête son activité pour pouvoir faire le tour du monde parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire à l'époque où on était en activité professionnelle. C'est s'occuper de ses petits-enfants, c'est faire du sport, être dans l'humanitaire, être dans l'associatif. C'est servir encore. Exactement. Un enseignant qui prend sa retraite, il peut proposer des cours pour les allophones, pour des enfants qui, justement, seraient en cours de soutien dans une maison de quartier. Je vous donne l'exemple de cette dame qui a enseigné toute sa vie le français. Et quand est survenue la guerre Russie-Ukraine, vous savez qu'il y a beaucoup de femmes ukrainiennes qui sont venues en France et qui ne parlaient pas le français. Elle s'est retrouvée à la retraite, cette dame. Eh bien, elle a enseigné gratuitement le français à ces Ukrainiennes et elle disait « J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie ». D'enseigner. Donc vous voyez que la retraite, c'est pas je vais dormir dans mon coin. En fait, la retraite, moi je pense que c'est un moment où on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Généralement, les gens embrassaient des professions et c'était soit le choix des parents ou la conjoncture qui disait il faut plutôt faire ça parce que ça va t'assurer un travail tout le temps. Et au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte que en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire. Ils l'ont fait contraint et forcé parce qu'ils avaient des contrats, ils avaient des enfants à élever, ils avaient des contraintes et ils ont embrassé ces professions-là, mais ils ne se sont pas épanouis dedans. Et à un moment donné dans sa vie, on a envie de faire ce pourquoi on se sent utile et agréable. Et je pense que la retraite, c'est un moment comme ça aussi. Mais Nastéo, qu'est-ce que vous répondez aux gens? Parce que franchement, je l'entends et je l'entends pas forcément chez les élites, je l'entends aussi chez monsieur, madame, tout le monde. L'argument qui consiste à dire que, mais oui, mais il faut comprendre quand même, les métiers sont moins pénibles qu'avant. Aujourd'hui, nous avons des robots, nous avons plein d'autres facilités, nous avons l'intelligence artificielle, et donc, il est logique que les gens travaillent plus. Vous l'entendez, cet argument? Complètement. Moi, ce que je réponds quand j'entends ça, je dis c'est très bien, est-ce qu'il y a du travail pour tous? Si, il faut qu'on travaille tous plus longtemps. Est-ce qu'il y a un emploi pour tous, déjà? Peut-être que c'est ça qu'il faudrait réfléchir. Un emploi pour tous, et puis comme ça, on réfléchira à une retraite pour tous. Moi, je rebondis sur ce que vous disiez. Comment je perçois un peu cette frise chronologique? On survit, et à la retraite, on vit. Pour moi, cette étape de travail, c'est cette étape où finalement, on est dans pas survie dans le sens assez péjoratif, survie dans le sens,
on porte finalement cette vie, qu'on décide de vivre. On à la donne retraite. aux autres. On donne aux autres, après, on a travaillé, on est dans ce chaînon. récolte. Voilà, on est dans ce chaînon sociétal. Moi, aujourd'hui, je me lève, j'ai 2 enfants, j'ai mon emploi. Je suis dans un cycle où finalement, cet emploi permet de faire vivre ces enfants et je retourne à cet emploi pour faire vivre, etc. Et donc, je suis dans ce cycle sociétal et économique qui permet finalement de porter cette autre vie, ces autres générations. Mais une fois arrivé à ma retraite, je ne suis censée devoir finalement aucune activité ou de devoir porter aucune autre vie qui est autre que la mienne. Ouais. Et si on prend le prisme de l'emploi, aujourd'hui, il n'y a pas plus saturé que finalement toute la sphère qui accompagne les personnes âgées. Aujourd'hui, les EHPAD, c'est la catastrophe. Les soins médicaux. Quand vous dites c'est la catastrophe, il n'y a pas d'emploi non plus? Il y a Non, pas de... la catastrophe en termes de cadrage et d'accompagnement. Aujourd'hui, les scandales et l'usinage finalement qui est fait de nos personnes âgées est un truc, mais pour moi, juste catastrophique, quoi. Donc déjà, pour moi, est-ce que c'est pas le moment, même si on prend le prisme de l'emploi, est-ce que c'est pas le moment de repenser nos EHPAD? Est-ce que c'est pas le moment finalement de se dire on va mieux former pour mieux accueillir les personnes âgées? Quitte à ce que même, je prends le sens de la réforme des retraites, quitte à ce que même on travaille plus longtemps. Prenons ce prisme-là, ok. Mais qu'est-ce que je deviens après? Est-ce qu'il y a un système qui est prêt à mieux m'accueillir? Est-ce qu'il y a un système qui est prêt à m'accompagner, à m'emmener au théâtre, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une personne âgée qui se retrouve toute seule dans son appartement. Qui prend soin d'elle? Comment ce système auquel... Qui prend soin d'elle pardon. Je parle, mais le système. Ouais, mais le système à qui elle a donné autant. Ah, d'accord. Ouais. Donc, toutes ces cotisations... Toutes ces cotisations, toutes ces années. Elle a travaillé, je n'importe quoi, je donne un petit exemple. Elle a travaillé 40 ans. Allez. Elle a travaillé 40 ans. Elle a donné 40 ans pour cette sphère, cette allégorie qu'on appelle le système. Ouais. Et puis finalement, ce système, à quel moment il prend soin d'elle? À quel moment on a cette roue qui tourne? Vous voyez, donc moi, c'est tout ça, en fait, où je me dis... Je vous réponds, j'entends la réponse, donc je vous la redis. Elle est soignée, ce système la soigne. Elle est soignée gratuitement. En fait, c'est pas gratuit, c'est bien des cotisations qui font que... Elle a travaillé pour être soignée. Elle est logée. Ah oui. Elle n'est pas à la rue. Elle a travaillé. Donc il y a quand même un système social qui est mis en place. Elle a cotisé pour ce système social. Bien sûr qu'elle a cotisé, mais elle n'a pas été la seule à cotiser. C'est tout un système. Oui. C'est toute une organisation. C'est tout. Voilà, c'est la solidarité. Heureusement. Oui. Hein, voilà. Donc c'est ça. Elle a contribué à cela. Oui. Nader, juste pour accompagner votre propos. Mais c'est mécanique. Aujourd'hui, il y a une vraie injustice sociale. Oui. C'est les femmes qui sont payées 20% moins que les hommes. D'accord ? C'est mécanique. Vous les payez à la même hauteur que les hommes. Mais dans quelle branche précisément? C'est 20% dans tous les secteurs. Mais en fait, sauf le service public, on est d'accord? Alors, en fait... Non, mais... pas le service public. Mais dans le service public... Alors, dans le service public, on peut en parler. Alors l'injustice, elle est autrement. La lecture, elle est autrement. En fait, c'est les... Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. La lecture, il y a des grilles, des cadres, etc. Donc pour le salaire. Par contre, la grille, elle est autrement. Le nombre d'emplois de catégorie C, combien sont occupés par des femmes? Je ne sais pas, je l'ignore. En fait, la lecture, elle est de ce côté-là. Ouais. C'est que tous les emplois, finalement, d'accès précaire, quand on parle des ATSEM, on parle des accompagnements dans les écoles. Énormément de femmes. Énormément de femmes. Essentiellement. Donc le bassin précaire, même si on est à salaire égal, le bassin précaire reste essentiellement... Aujourd'hui, c'est 80% de femmes dans ces métiers-là. 80% de femmes. Donc en fait, la lecture, elle est là. Moi, dans mes métiers, c'est 8% d'écart. Donc en fait... Non, mais moi, je pensais que c'était à poste égal. Oui, mais on va y venir. Mais on y accède. En fait, le truc, c'est que la lecture, c'est pas comme ça qu'il faut accéder. À poste égal, à qualification égale, je vous parle dans le privé, l'amplitude, elle est entre 12 et 20% d'écart. D'accord. Maintenant, vous allez me dire, on prend le corrélaire dans le public. Dans le public, je vous dis déjà, c'est qu'elle n'accède pas à ces postes-là. Aujourd'hui, les catégories A, les catégories dans les cabinets, vous regardez les chefs de cabinet, les conseillers, c'est que d'ailleurs, on ne dit même plus conseillère. Donc, c'est des conseillers de cabinet. Parce que moi, j'aime beaucoup la linguistique parce qu'elle représente aussi ce que notre cerveau est en capacité d'enregistrer, ce qu'il voit et ce qu'il utilise. Déjà, quand vous avez un certain nombre de métiers dont le nom du métier ne se féminise pas, déjà, ça vous donne le poids du métier au féminin. Monsieur le Premier ministre ou Madame le Premier ministre?
On dit maintenant Madame la Première ministre. Ouais, Alors, il y a eu on, débat. on accueillera une émission prochaine, l'auteur de ce livre, Nos ancêtres les Arabes, c'est Jean Pruvot, qui est académicien justement et un professionnel de la langue française. C'est vrai que c'est intéressant. Ah bah complètement, la linguistique n'est que le reflet finalement de Juste comment une petite la lecture parenthèse, de quelque chose que j'ai entendu hier en voiture, c'est que les tenniswomen se sont battues pour obtenir les mêmes droits, les mêmes salaires, les mêmes... en fait, Roland Garros, les hommes, c'est peut-être plus regardé, mais les femmes vont recevoir les mêmes primes. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dans des sphères qui sont plus importantes et qu'elles ont combattu pour ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une visibilité? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de... il y a un regard particulier sur le sport? Mais c'est étrange que dans ces domaines-là, elles parviennent à avoir l'égalité des salaires et des primes. Et quand on descend dans l'échelle, c'est moins... Ah, ça, c'est un vrai C'est la problème. réalité de la société, c'est que en fait, c'est le rapport de force. C'est le rapport économique aussi. C'est le rapport économique, c'est le rapport de force, et que malheureusement, les droits des femmes n'est jamais acquis. Donc maintenant, c'est qui met le rapport de force et qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on cherche à aller chercher. Aujourd'hui, si on cherche à aboutir sur une égalité des salaires, eh bien, ça fait 50 ans qu'on mène ce combat-là. Mais c'est vraiment Moi, j'y crois, je suis une militante Non, mais sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est perturbant de constater que cette inégalité existe toujours. Alors, En France, pas en France. Alors, à l'inégalité salariale s'ajoutent aujourd'hui les discriminations au travail et l'intersectionnalité. Aujourd'hui, c'est vraiment des volets qu'il faut éduquer à pouvoir le voir. Lorsque une femme, aujourd'hui, déjà gagne moins et qu'en plus, elle essaye d'accéder à un poste... Elle gagne moins, donc elle cotise moins pour la retraite. Déjà, pour revenir sur le sujet de la retraite, vous avez raison. Et en fait, ce qui amène aussi un certain nombre de discriminations qui sont aussi portées, parce que on justifie la présence parce qu'on réduit soit une femme quota, maintenant que la loi le permet, il faut qu'il y ait des quotas. S'il y a un accès au conseil d'administration, etc. Bon, ça c'est bien. C'est-à-dire que l'État force à ce qu'il y ait la prise en compte de cette... Ça devrait se faire naturellement, madame. Oui, mais si ça se fait pas naturellement, ça devrait se faire naturellement. Mais le fait est qu'on constate que voilà, les gens sont pas assez intelligents pour que ça se fasse naturellement. Donc l'État prend ses responsabilités et impose. Oui. C'est bien. Oui, Voilà. c'est une très bonne chose. Je vais dans votre sens. C'est bien. Mais en bonne militante, je vais aussi vous le décrypter et vous dire que oui, mais c'est une très bonne chose, c'est un très bon mécanisme. C'est vrai qu'on dévie de la retraite, je fais une petite parenthèse que c'est important. C'est une très bonne chose d'avoir mis les quotas, mais ce qui est embêtant, c'est de ne pas avoir mis d'indicateurs. Parce qu'il faut bien que tu aies un retour, que tu puisses matérialiser ce qui se passe sur l'évolution de la société. Et autre point, malheureusement, imposer une femme... donc réduit déjà cette femme à la femme quota, mais en plus on a décrédibilisé sa position parce qu'elle ne doit son poste maintenant qu'à une loi et elle ne doit plus à ses performances. Et donc aujourd'hui c'est ça qui se passe, c'est que c'est bien que la société évolue, maintenant la société doit aussi faire évoluer ses mécanismes. Moi, je suis d'une génération où j'ai fait toute l'école primaire, j'étais contre garçons. Et arrivé au collège, on s'est retrouvé avec des filles. Et je me suis rendu compte que chaque année, la première à la classe, c'était toujours une fille. C'est que très rapidement, quand on est confronté garçons-filles, on se rend compte que les filles, ou soit elles étudient plus, sont plus studieuses, elles ont des meilleures notes. Donc c'est que dès le collège, on sait que les filles ne sont pas plus belles que nous. Et donc c'est incompréhensible, donc justement, qu'il y ait ces différences de salaire. Et ça, elle le vit tout au long. Difficulté d'accès à la santé, parce qu'on dit que la santé pour tous, mais en réalité, il y a des maladies de femmes qui sont très mal prises en compte, très mal gérées, comme toute la partie de l'endométriose. Ensuite, il y a cette double peine d'accès aussi... L'endométriose, il y a très très peu de gens qui savent ce que c'est. Ah non, mais les clairement. règles douloureuses, oui. Ah non, mais clairement, aujourd'hui... L'endométriose a mis du temps à être classifiée dans la maladie, et encore moins dans les maladies longues. On a des femmes qui les carrières hachées, En la Espagne, parentalité aujourd'hui. Il y a un congé pour les femmes qui en souffrent. souffrent d'endométriose. Alors oui et non, c'est pas sur l'endométriose, ça s'appelle le congé menstruel, et en fait c'est un jour offert pour toutes les femmes justement en accompagnement de la menstrualité, des périodes. Si on prend un exemple d'une carrière, disons, elle démarre à 23 ans, sortie d'école, et puis on va faire les 43 annuités ensemble. Sort d'école, ok, donc déjà je vais être moins bien payée. Ensuite, je vais faire le choix à 28 ans de faire des enfants. Tiens, l'envie me prend, je vais les élever pour changer. Congé parental d'éducation. Congé parental d'éducation.
Donc mon salaire, qui, je dis n'importe quoi, était à 3 000 euros, tombe à 400 euros. Pendant le temps que j'accompagne mes enfants, je me retrouve sur une carrière hachée. Je reprends, j'ai envie d'être accompagnée, je perds mon emploi parce que j'ai cette endométriose qui me paralyse. Donc j'ai un mauvais accompagnement car j'ai une très mauvaise prise en compte de ma douleur. Je me retrouve au chômage, j'essaye de me former, je rentre dans un cycle de Pôle emploi. J'essaye de retrouver un nouvel emploi, je refais un nouvel enfant. Puis je me dis, tiens, ça a très bien marché avec le premier, je vais élever mon second. Donc je me remets en congé parental, qu'en plus comme j'étais dans des difficultés d'accès à l'emploi, etc., bah très bien, ça me fera cette pause mentale. Ensuite, il y a tout le postpartum qui n'est pas pris en compte, parce qu'on te dit, t'as accouché, bah cocotte, ça y est, t'as fini tes 2 mois et demi, tu reprends le travail. Moi j'ai accouché le 22 juin, mon congé maternité finissait le 2 septembre. J'ai repris le travail le 2 septembre. Super. Elle a fait mieux, mais je pense que... Elle a donné l'exemple. Hein. Je pense qu'elle n'aide personne. Mais, non, mais justement, elle a donné cet exemple de, allez hop, tous, c'est pas la peine de se reposer. Très bien. Ouais, comment ouais. On n'a aucune prise en compte du postpartum, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas considérée dans les charges mentales, dans les maladies mentales, alors que c'est une réelle forme de dépression. Bien sûr. Je n'accède encore moins à mon emploi parce que j'ai subi du postpartum, je n'y arrive pas, donc je suis cette femme, j'arrive à 35 ans. Mais c'est très démotivant ce que vous racontez là. Alors, en fait, il vaut mieux faire des lives TikTok en fait. Hein. Alors, oui et non, je vais vous dire ça. Je vais vous dire, ça, c'est ce que l'humain traverse. Ouais. Maintenant, on ne va pas être dans le débat de qui de l'œuf et la poule arrive en premier entre l'homme et la société. Cette femme arrive à 35 ans, elle vient de traverser 10 ans un peu de tumulte comme ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la société, quelle est la responsabilité de la société dans ça? Eh bien, c'est très simple. Si on reconnaissait finalement, dès ses 23 ans, une position équitable et juste entre les hommes et les femmes, déjà, elle aurait un salaire égal, donc elle cotiserait autant. Le congé parental, la naissance serait géré de manière équitable entre l'homme et la femme. Donc, elle n'aurait plus à subir cette double peine. Ensuite, on aurait un accompagnement de la charge mentale, tout comme on a réfléchi à ce congé menstruel, on peut imaginer un accompagnement sur le postpartum. Parce qu'aujourd'hui, le parcours de soins de la femme enceinte, même l'ostéo, n'est pas compris dans le parcours de soins. D'accord. Vous voyez, pour vous dire à quel niveau. Donc, on prend le corollaire, la société prend sa responsabilité, elle accompagne sur les différents points, salaire égal, cotisation égale, elle ne se retrouve pas avec une carrière hachée, elle ne se retrouve pas avec une difficulté de santé. Ça devient fluide, on retrouve à la sortie, au bout des 43 annuités, un homme et une femme qui ont eu un parcours de cotisation égale. Ouais. Et donc, on aurait un problème finalement de société globalement de retraite à traiter, au lieu de se retrouver avec des problèmes humains à traiter. Où, finalement... Non, mais vous savez, quand je disais qu'on parle des retraites et société. Oui. Parce qu'en réalité, c'est de la société que ça parle, tout ça. C'est évident. Les retraites, c'est pas un point, c'est pas un îlot comme ça au milieu de rien. Tout ça va ensemble. C'est voilà, et ça parle, tout ça. Ça dit en fait qui sommes-nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons ensemble, individuellement et ensemble. Qu'on soit politique, artiste, représentant de la société civile, tout un chacun, enseignant, chômeur, voilà. Bien, justement, on va écouter votre extrait sur les grandes villes. Dans les grandes villes, les gens se massent, s'entassent, s'agacent, se menacent. Dans les grandes villes, les gens se pressent, se stressent, s'oppressent, s'agressent. Dans les grandes villes, les gens se tracassent, se décarcassent et sont fumasses. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie où vivant en ville on se lève avec les poules? Alors pile où on a son humeur de cochon, à peine le temps de se laver, visage et bouche, qu'on doit cavaler, aller s'attrouper dans des wagons pour aller faire des bails pour des patrons qui vous prennent comme des chiens. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? 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 Alors, sur les arguments qui nous disent, parce que ce qu'il faut retenir, c'est aussi ça. Déjà, il n'y a pas d'urgence, premièrement.
J'apprends qu'il y a encore des inégalités, mais sauf que c'est la lecture qui n'est pas la bonne pour les hommes et les femmes. Mais là, je vais vous provoquer un petit peu, Nasty. En fait, on compare, parce que tout est comparaison. S'il n'y a pas comparaison, il n'y a pas... Enfin, on peut parler de rien. Est-ce que... En fait, je ne vous provoque pas, je vous pose vraiment la question. Est-ce que c'est mieux chez les autres? Alors, oui et non. De toute façon, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. On a des enseignements, par contre, à prendre chez les autres. Ouais. L'enseignement, déjà, sur les pays scandinaves, sur l'accompagnement à la parentalité. Donc, c'est un enseignement à prendre. Ah, bien chez sûr. nos voisins espagnols, sur l'accompagnement des maladies féminines et féministes, entre guillemets. J'aime bien séparer les deux sur ces combats-là. Donc, on a des enseignements à prendre en toute humilité, à prendre chez nos voisins, comme chez nos voisins allemands sur toute la notion d'intégration sur le travail, l'accompagnement sur le travail, chez nos voisins anglais qui expérimentent dans certaines sociétés la semaine à 4 jours. Donc, je pense que nous avons des enseignements à prendre. Maintenant, nous restons un pays latin. Nous sommes doués pour la contradiction, nous sommes doués pour la révolte, nous sommes doués pour l'opposition. Et donc, fort de cela, prenons ces enseignements-là et puis faisons notre sauce à la française. D'accord. Abdeslam, vous pensez que cette réforme va passer? Écoutez, honnêtement, même si vous ne le souhaitez pas, j'ai bien compris. Elle ne doit pas passer. Voilà, ça c'est... mais juste elle passe ou pas? Pour accompagner le propos de Nastéo concernant le benchmarking, voir ce qui marche ailleurs. Non, mais elle passe ou pas la réforme, selon vous? Joker. Ah d'accord. On verra. D'abord, le 7 mars, moi j'invite toutes les personnes à se mobiliser et être dans la rue et bloquer la France. Il y a la journée du 7 mars. Et rappeler, parce qu'on entend souvent, ça c'est le mot des gens qui sont toujours au pouvoir, ce n'est pas la rue qui gouverne. Oui, ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est elle qui vous élit. Donc la moindre des choses, c'est de respecter déjà la parole du citoyen. Non, mais s'il y a énormément de monde, c'est sûr que voilà, ça va dire quelque chose. Oui. Et s'il y a peu de monde, ça va aussi dire quelque chose. C'est une mesure impopulaire, antisociale, qui est révoltante et qui est inacceptable. À partir de là, moi, je demande à chacun de se mobiliser et d'être dans la rue et de tout bloquer. Donc, et voilà, et il faut créer le rapport de force, puisque nos chers politiques ne comprennent qu'une chose, c'est le rapport de force. Donc, vous voyez, c'est bien dommage. Ensuite, sur la partie Europe, alors on entend, oui, mais vous savez, en Allemagne, c'est 67 ans, et ailleurs, c'est 66 ans, et pourquoi est-ce qu'on va toujours tirer les choses vers le bas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement de cercle vertueux qui permettrait de dire, mais vous savez, dans tel pays, c'est la semaine à 32 heures, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Et d'ailleurs, regardons comment les gens vivent et pourquoi ne pas permettre, ou comme la semaine des 4 jours. Vous voyez, non, parce que vous avez un patronat qui ne regarde que ses rentrées d'argent et pour qui nous ne sommes que des produits. Moi, je tiens juste à tordre le cou à un mensonge sur la productivité. Depuis 1970, la productivité a été multipliée par 3. Nous sommes 3 fois plus productifs que nous l'étions par le passé. Ouais. Pour plusieurs choses. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de mieux travailler. Donc, il faut arrêter de dire que les gens ne travaillent pas, qu'ils sont fainéants, et j'emploie le terme qui a été employé par Emmanuel Macron, qui est inacceptable et insultant à l'égard des gens qui composent cette société. Donc, je vous le dis, il faut arrêter de vous faire enfumer. Aujourd'hui, le combat que l'on mène, c'est le combat que l'on mène pour nos enfants. Parce que si cette mesure passe à 64 ans, dans 10 ans, ou dans beaucoup moins, puisque Édouard Philippe nous annonce déjà que lui serait plutôt pour 67 ans, dans quelques années, on a perdu la bataille des 62 ans, il ne faut pas perdre celle de 64 ans. Celle des 60. Parce que je vais vous dire une chose, et si on gagnait la bataille des 64 ans, je vous assure qu'il reviendra à la charge dans 5, 6, 7 ou 10 ans pour dire, allez, on y va, 64 ans ou 65 ans. Donc vous voyez, c'est un perpétuel combat. Le fait de préserver les acquis sociaux est un combat permanent, et chaque génération a le devoir de permettre aux générations suivantes de pouvoir avoir ses acquis. Peut-être ma dernière question, mais est-ce qu'on ne préserve pas justement des acquis sociaux en allant en chercher d'autres? Mais bien sûr. Que la meilleure défense, finalement, c'est l'attaque, la conquête. Vous savez, Che Guevara disait... Donc revenir, on veut la retraite à 60 ans. Oui, mais Che Guevara disait, soyez réaliste, demandez l'impossible. Et ben voilà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens, ça existe, qui vous disent, pourquoi pas?
Pourquoi et on oublie à chaque fois de dire que, mais attendez, mais les métiers ne sont pas les mêmes. Vous avez des gens qui veulent travailler jusqu'à 70 ans, ça existe. Mais c'est pas les Mais aujourd'hui, on peut travailler pénibles. jusqu'à 67 ans, Nader, vous Hein savez. Mais aujourd'hui, on peut travailler jusqu'à 67 ans. Vous savez, quand vous arrivez à un âge comme le mien, ou lorsque vous consultez ce que vous avez cotisé, on vous fait plusieurs simulations. Ouais. On vous dit, mais À tel... moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans, donc je suis en mesure de partir avant les 62 ans. On me dit, mais si vous, monsieur Itache, si vous voulez travailler jusqu'à 64 ans, vous promettez. Si vous voulez travailler jusqu'à 67 ans, vous promettez. Donc vous voyez, la mesure qui permet aux uns et aux autres de pouvoir travailler plus longtemps existe. Pourquoi tordre le bras de cette manière-là aux gens? Non, mais je vous le dis. Bien sûr. Pourquoi tordre le bras aux gens et les forcer justement à aller à 64 ans? Vous avez des métiers pénibles, vous avez des métiers difficiles. On va parler des femmes qui travaillent à la caisse. Elles soulèvent plus d'1 tonne par jour à passer le pack de lait, le pack de 5 bouteilles d'eau et ce mouvement mécanique, les troubles musculo-squelettiques, cette pénibilité au travail, le fait d'être assis. Dire de bosser, de faire ça jusqu'à 64 ans. Mais exactement, 64 ans. Vous savez, certaines femmes, certaines questions ont eu le courage un jour de publier leurs fiches de paye et de les accrocher à l'entrée du magasin. C'est purement scandaleux. Moi, j'appelle ça de la manière la plus simple qui soit, c'est de la torture. Oui. C'est de la torture. D'infliger ça à une dame ou un monsieur de, je sais pas, de 62 ans qui fait ce type de travail, qui le fait pas par gaieté de cœur, on le comprend, hein, et de lui dire, si tu veux continuer de manger décemment et encore, et te loger, il va falloir que tu continues. Vous voulez entendre la meilleure, Nader Alami? Ouais. Ces personnes-là ne travaillent même pas pour 35 heures, ils travaillent pour 25 heures, donc sur un temps partiel, d'accord? Et lorsqu'elles cotisent bien moins à temps partiel qu'à temps complet. Donc, elles se retrouvent, alors on les presse comme des citrons pendant 25 heures, où elles y vont à une cadence, mais elles font l'équivalent de 35 heures de travail sur 25 heures. D'accord? On les presse comme des citrons. Et à la fin, on leur donne combien par mois? 800 €. 800. C'est scandaleux. 800. C'est scandaleux. Est-ce que c'est ce choix de société que l'on veut? Non. Certainement pas, c'est pas la France. Ça, c'est pas la France. Ça, c'est autre chose, ça. Alors, voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que vous avez des gens, par contre, qui voudraient, ou qui auraient voulu, si elles étaient encore vivantes, je pense à votre ami, Manu Dibango, qui, quand on est artiste, qu'on s'appelle Manu Dibango, paix à son âme, ouais, on travaillait jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce qu'on est c'est plus tellement du travail, dans l'inspiration, C'est du dans travail. ce Et qu'on c'est du aime. plaisir que l'on donne aux autres. C'est du travail, mais en même temps, on peut travailler longtemps. Il n'y a pas de limitation. Mais parce que l'envie est là. Justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qu'on aime, qu'on a choisi de faire. Et en son âme et conscience, c'est ce qu'on fait. Et en plus, il y a ce sens du partage. Alors, dites-nous un mot sur ce magazine aimé, Planète Paris-Montmartre. Juste une petite remarque. Ouais. Dans la chanson qui s'appelle Dans les grandes villes, le leitmotiv, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que cette vie ?» Ça, c'est la question que les gens Moi, peuvent se poser aujourd'hui. Cette question, je me la pose tous les jours depuis quelques temps. Là. Mais qu'est-ce que je suis c'est en que pleine cette vie révolution spirituelle. Voilà, donc ça, C'est c'est vrai. pour la Qu'est-ce qu'on première- fait là? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est comment ça? Et c'est vrai que quand on pense à tous les acquis sociaux qu'il y a, des gens qui sont battus, qui sont parvenus à obtenir ce qu'on a aujourd'hui, et on le voit s'effriter, partir sous nos mains, on peut se demander ce qu'il en est. Alors, ça, le grand Manu, c'était notre grand à nous. Il était si grand qu'il est devenu aussi votre grand à vous. Vous à Cotonou, Conakry, Tizi Ouzou, New Delhi, Moscou, Helsinki. Vous au fin fond des bayous, au pays des caribous, au pays des kangourous. Vous, nous, au Pérou et à Paris. c'est pour présenter. Alors c'est vous ça. Oui, ça, c'est mon écriture, c'est mon texte. C'est un hommage que j'ai fait à Manu. Alors j'ai écrit ça il y a 3 ans, au moment de son décès. Et là, tout récemment, je l'ai mis en musique. Et j'ai eu le plaisir d'avoir Valérie Benga, qui est la choriste de Yannick Noah, et qui était la choriste de Manu Dibango aussi, qui m'a accompagné sur ce titre. Et aussi Roger Com, un saxophoniste de très très grand talent, qui a été formé par Manu Dibango il y a très longtemps, et qui l'a accompagné un long moment dans sa Non, mais vie. c'est vrai que c'était notre grand à nous, Manu. Moi, je l'ai Exactement. jamais croisé, j'ai jamais Moi, j'ai eu rencontré. la chance de croiser Africa numéro 1 dans les coulisses. Ouais. C'était un Mais vrai c'est vrai, moment. quand on voyait la télé, c'est vrai que c'était Ouais. notre grand à Ouais, nous, c'est un c'était grand le monsieur. grand frère. Et quand c'est je vrai. dis quand le début du texte, c'est il est sorti du Cameroun, donc nous les Camerounais on se le revendique. Ouais. Mais après il a été Ah, il est à partout, tout le monde maintenant. et Il est à tout le monde. Un petit slam, c'était promis. Ouais, je fais un truc sur les stations de métro. C'est bien, les téléspectateurs ils vont aimer. Ils vont aimer. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Allez, laissez-moi vous parler d'un Jourdain.
Un 4 septembre, après l'ère glaciaire, où 4 saints placides, mais pas si volontaires, furent par une porte dorée du ciel renvoyés sur terre. La porte d'Orléans menant par tout petit chemin vert, un sentier scellé, secret, sacré, débouchant quelque part, plop, en Europe, et où? Au doux pays d'Anatole France. Mais non pas pour la rime à Saint-Trope, non, ici à Paris, belle ville de plaisance et de résidence, par excellence. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Quelle chance, quelle bonne nouvelle pour la France et les franciliens que ces 4 saints mandés en Haut et Richelieu pour renouer des liens, rétablir un pont neuf entre les cieux et les Parisiens en avaient bien besoin. Un facétieux Félix Faure, dont ne sait quelles infos célestes, prophétisait qu'il venait pour sortir les filles du calvaire de devoir nous la faire à l'envers, c'est-à-dire jouer les saintes Nitouches, Loi Blanche ou la Dame de Fer. Et qu'une fois la défense d'être sincère levée, serait arrivée concorde et gaieté entre les hordes de parigots moins énervés de pouvoir se fréquenter en totale liberté. Ça, c'est la moitié du texte. Bravo. J'attends vos applaudissements. Et Nadia, je vais te laisser parce que j'ai un impératif horaire, je t'ai prévenu tout à l'heure. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci à vous trois, et puis on verra bien ce qu'il en sera bientôt. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV.